qu'on soit assez collé serré. C'est un peu convivial comme ça. 1, 2. Tu m'entends? 1, 2, 1, 2. Le tout ou le plus nouveau, le plus récent? Ah oui, d'accord. Bidet, donc c'est le 2. Oui, oui, bidet, c'est le 2. Ok. Donc on va partir sur Eleven Hour. Ok, ça marche. Quand tu vois, ça va commencer à accélérer très très vite, au-delà de Mac 12, tu seras un petit peu, tu dirais, Nous, on reste là, hein. On bouge pas. Enfin, mais non, enfin, nous, il faut quand même, quand il va parler, Armel, il faut qu'il voit ce qu'il va, etc. pas bien. Virginie envoie le générique. Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce live des runs du défi Azimut Lorient Agglomération. Comme promis, nous sommes ensemble pour vous faire vivre ces runs au large de Lorient. Premier exercice au programme de cette épreuve atypique, hein, le défi Azimut, qui réunit donc les concurrents de la classe IMOCA sur des runs, sur une course offshore et sur un tour de l'île de Groix. Et j'ai l'immense privilège pour commenter ces runs d'être en compagnie sur ce plateau d'un ancien vainqueur du Vendée Globe, Vincent Rioux, fin technicien et fin connaisseur aussi de la classe IMOCA. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors nous serons aussi sur l'eau, au cœur de l'action dans quelques instants avec Pierre-Marie Bourguina et le skipper Armel Tripon qui sont sur le bateau Royal et qui nous feront vivre ces runs au plus près. Vous pouvez aussi d'ailleurs suivre ces runs sur une toute nouvelle appli. Vous voyez ici à l'image un Eleven Racing 2 skippé par Pascal Bidégory et Charlie Wright qui est en train de réaliser un run. Vous pouvez les commenter, ces runs, grâce au hashtag Défi Azimut sur les réseaux sociaux du défi et de la classe IMOCA. Vincent, tu as déjà disputé ce défi Azimut. Tu as gagné d'ailleurs plusieurs fois la course offshore qui était à l'époque de 24 heures et puis tu as le record du Tour de l'Île de Groix. Qu'est-ce que tu penses de cette épreuve? C'est une épreuve que j'ai vu naître il y a quelques années, qui est, je pense, une très bonne épreuve pour le circuit IMOCA, qui permet à tous les IMOCA de faire un véritable warm-up avant la course principale qui a lieu à l'automne, qui sera la Transat Jacques Vabre cette année. Donc voilà, c'est une occasion de se retourner, c'est de se retrouver et de se replonger dans la compétition avant le grand événement de fin d'année. C'est vraiment une épreuve cruciale qui compte désormais au classement du championnat IMOCA Globe Series. Alors il y a 14 binômes en lice, les cadors de la classe IMOCA sont présents. Ça fait 28 skippers hommes et femmes qui sont là pour en découdre. Le seul grand absent, c'est Charal, qui a eu une avarie sur la Fastnet Race et qui est toujours en chantier. Quel est ton regard sur les forces en présence? Qui es-tu impatient de voir à l'œuvre? J'imagine qu'il y a quand même cette Eleven Racing 2 qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Ouais, effectivement, il y a tous les bateaux qui ont eu le temps de peaufiner leur préparation depuis le dernier Vendée Globe, et puis il y a Eleven Hour 2 qui est le premier IMOCA conçu pour courir The Ocean Race, mais qui va aussi participer à la Transat Jacques Vabre à l'automne, donc qui va intégrer toutes les courses du circuit IMOCA. C'est un bateau flambant neuf qui a été mis à l'eau il y a moins d'un mois et voilà que personne ne connaît, donc tout le monde est hyper impatient de le découvrir.
Et Eleven Hour Racing 2 qui était à l'instant en train de réaliser un run. On va justement retrouver Pierre-Marie Bourguina et Armel Tripon qui sont sur Royal et qui vont pouvoir nous faire vivre ces runs qui ont donc débuté. Oui, bonjour Virginie. Effectivement, je suis sur le catamaran Royal avec à mes côtés Armel Tripon qui fait l'amitié de nous accompagner sur ces runs pour commenter et décrypter ce qui se passe sur l'eau. Il aura fallu être patient, Armel, cet après-midi pour que le vent s'établisse un petit peu sur les courreaux de Groix. Alors, c'est pas encore époustouflant ou ébouriffant, mais il y a quand même, on va dire, 7 ou 8 nœuds de vent. Quasiment tous les IMOCA ont pu réaliser leur premier run. Il y a déjà des surprises parce qu'il y a des bateaux à dérive qui s'en sortent très très bien aujourd'hui. Alors, Armel, on a derrière nous Eleven Hour. C'est le bateau qu'on découvre sur ce défi Azimut 2021, tes premières sensations de voir ces bateaux, on les voit rarement d'aussi près. Ouais, c'est déjà chouette de pouvoir être là et d'observer ce bateau tant attendu, le dernier plan Guillaume Verdier, donc avec Pascal Grégory aux manettes. Et bon, c'est pas, je pense, le type de temps idéal pour ce bateau qui est quand même assez puissant, mais voilà, c'est quand même plutôt sympa de le voir en action et on voit que l'équipage est concentré pour essayer d'optimiser au mieux et de tirer la quintessence. Bon alors Armel, là on voit c'est Charlie Enright là qui est à la barre, on le voit qui sort le corps de cet habitacle très protégé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les voiles que portent les bateaux, la position de l'équipage à bord, tout a l'air d'être très important dans ces conditions de vent légères, hein. Ouais, c'est vrai qu'on essaye au maximum d'avancer l'équipage, avancer les poids pour essayer de dégager la voûte arrière du bateau et de diminuer un peu la traînée. On voit que sur ce bateau très puissant, en fait, on a le tableau arrière qui a tendance à s'enfoncer un peu. Les bateaux sont quasiment tous sous J0, c'est des voiles qu'on utilise pour faire du près dans le tube Titan aussi. Et là, on voit qu'on a des voiles très plates sur un parcours avec un vent qui a un petit peu basculé et du coup qui finit un peu au près, quoi. Donc le run il est difficile, ça démarre dans du petit temps léger, ça finit avec du vent refusant et on voit que le bateau a une difficulté à aller chercher le bateau comité pour finir son run. Absolument, mais merci Armel pour ces éclairages. Alors là on arrive à la fin du run, on aperçoit dans la caméra de Fluvio le bateau comité, le bateau pointeur de fin de ligne. On voit effectivement Eleven Hour qui finit côté bateau et à la bretonne un petit peu pour finir son run, donc des performances qui sont encore peut-être pas très lisibles, mais je pense Virginie que peut-être que ça va être intéressant de faire réagir Vincent Rioux sur ses premières images et comme on arrive en fin de run, on va revenir vers la zone de départ pour essayer de suivre d'autres bateaux qui vont peut-être nous éclairer un petit peu et puis surtout d'attendre un petit peu que le vent continue de monter parce que ce qui est en train de se passer actuellement sur les courreaux de Groix où on commence à avoir une jolie petite pression. Et oui, en effet, voilà, on espère que ce vent va monter, c'est ce qui est prévu normalement, et ça devrait permettre d'avoir des images un peu plus spectaculaires, plus proches de ce qu'on a l'habitude de voir sur ces runs de vitesse. Pierre-Marie le disait, intéressant d'avoir ta réaction, Vincent, après ces toutes premières images, même si évidemment le bateau là n'exprime pas tout son potentiel. Bah, c'est vrai que c'est un très joli bateau hein, qui mélange un petit peu les plans Verdier qu'on avait connus sur le dernier Vendée Globe et l'Occitane qui était un bateau un peu particulier avec un avant de SCO et très spatulé. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut dire c'est que ces bateaux de dernière génération foilers sont pas vraiment à leur aise dans ces conditions-là. Les foils souvent traînent un petit peu dans l'eau. Hein. On voit que la conception des bateaux amène à essayer de faire des bateaux qui peuvent rétracter entièrement leur foil dans le petit temps, mais c'est pas évident à faire. Du coup, les anciens bateaux à dérive plus traditionnels ont plus de facilité à s'en sortir dans ces conditions-là, mais ça va pas forcément durer très longtemps parce que il suffit que dans quelques minutes
le vent passe de 9 à 12 nœuds et les foilers vont tout de suite prendre le dessus. Et ça peut rapidement basculer. Et en effet, on peut le voir, hein, je vous le disais, il y a une appli sur l'eau, appli qui permet de voir en temps réel les résultats de ces runs. Et pour l'instant, c'est MACSF qui a le meilleur run avec 8 nœuds 3. On le disait, ça fait le jeu. Pour l'instant, le petit temps fait le jeu des bateaux à dérive et des bateaux plutôt ancienne génération. Mais voilà, ça pourrait changer rapidement. On parlait d'Eleven Racing 2. La spécificité de ce bateau, Vincent, c'est qu'il a été conçu avant tout aussi pour l'Ocean Race 2022-2023. Et donc pour l'équipage, donc il a fallu, d'un point de vue architectural, c'était pas évident, pouvoir construire un bateau qui puisse fonctionner en solitaire sur un Vendée Globe ou sur une Transat en double, et puis qui puisse marcher très bien aussi sur une course en équipage. Ouais, je crois que c'était la difficulté dans la conception de ce bateau-là, c'était de réussir à faire un bon IMOCA capable de faire toutes les courses, mais aussi un bon IMOCA pour participer à The Ocean Race, qui est une course en équipage qui verra 4 ou 5 équipiers à bord du bateau pendant plusieurs semaines. Donc voilà, il y a un gros travail d'ergonomie qui a été fait. On redécouvre un IMOCA avec des grands volumes de cockpit, des grands volumes intérieurs qu'on avait un petit peu oublié, parce qu'il faut se rappeler que pour naviguer à bord. Ouais, et puis disons que ces dernières années, quasiment tout le programme de l'IMOCA était tourné autour des courses en solitaire et des courses en double. Du coup, les bateaux avaient forcément dérivé autour de ce programme, et on avait des petits cockpits faits pour 1 ou 2 personnes maximum, des intérieurs très 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 petits, parce qu'au final on n'avait pas besoin ce qu'on cherchait surtout, c'est ne pas avoir de grands espaces pour pas avoir d'accidents dans les bateaux, pour pas pouvoir traverser les bateaux quand les bateaux enfournaient et tout ça. Et là, on a un petit retour vers des bateaux qui paraissent un peu plus humains, parce qu'avec des grands volumes, avec l'impression d'avoir un petit peu de place, et du coup ça va permettre de redécouvrir un petit peu tout ça, et surtout de naviguer à 4-5 sur les bateaux sans trop se marcher dessus, et en essayant de pouvoir avoir un fonctionnement efficace à bord. Et puis tout en étant hyper bien protégé aussi, parce que ça a été longtemps le slogan de cette course, un live à the extrême. C'est vraiment des bateaux sur lesquels les marins ont toujours été très exposés, et c'était une vraie problématique aussi. Disons que oui, les dernières générations de Volvo ont montré des bateaux très exposés qui atteignaient des vitesses importantes, et je crois que les marins ont fini par se rendre compte que le danger lié à ces vitesses était devenu trop grand, et qu'il fallait commencer à se protéger. Et c'est sûrement pour ça qu'ils sont aussi venus vers l'IMOCA, qui a fait cette démarche depuis longtemps. Et c'est vrai que là aujourd'hui, le cockpit d'Eleven Hour, il est complètement fermé. En plus, il y a eu un gros travail fait sur l'aérodynamique, parce que les bateaux accélérant de plus en plus, le frein aérodynamique devient aussi important dans sa performance, et du coup ça fait un bateau original, complètement fermé, avec une belle forme aérodynamique à l'extérieur. Donc on a hâte de le voir s'envoler, et on a hâte de le voir naviguer à grande vitesse. Et on va retrouver dans un petit instant Pierre-Marie Bourguina et Armel Tripon, qui sont en train de se repositionner sur le plan d'eau avec ces runs dont on rappelle rapidement le principe. C'est faire le meilleur chrono sur une vitesse donnée, sur un parcours, une distance donnée. Cette distance, elle est d'1 000 nautiques, ça fait 1,852 km pour être précis. Elle était d'1 002 l'année dernière, et donc le meilleur chrono qui avait été fait l'an dernier, justement, c'était avec le bateau l'ancien Occitane, justement, d'Armel Tripon, 23 nœuds 35 de moyenne, l'Occitane, qui est maintenant passé aux mains de Louis Burton et qui a été rebaptisé Bureau Vallée 3, et que l'on aura à cœur aussi de voir à l'œuvre. Il le disait, Louis, c'est grâce aux vitesses et aux images exceptionnelles de l'Occitane sur les runs l'an dernier qu'il a eu envie très rapidement d'acheter ce bateau pour la suite. Donc voilà, c'est aussi une belle vitrine. Ça permet de voir ce dont ces bateaux sont capables. Juste pour un dernier mot sur Eleven Sail Racing 2 et ce binôme, Charlie Enright, Pascal Bidégory, 2 hommes d'une grande expérience, et puis un mélange de culture aussi, la culture très anglo-saxonne, et puis la culture plus française, figariste de Pascal. Oui, c'est vrai que Eleven Hour, c'est une équipe américaine à l'origine. Donc Charles Enright, le skipper, est un Américain, et ils ont su venir chercher les compétences en France autour de la classe IMOCA, et voilà, ça fait je pense 3 ans déjà que Pascal Bidégory travaille avec eux. Ils sont venus se baser ici en France pour le savoir-faire français sur la conception et la fabrication des navires. Donc c'est aussi une belle vitrine pour nous de voir ces Américains qui viennent
viennent préparer The Ocean Race ici, qui viennent s'entraîner ici et qui viennent exploiter et utiliser les talents bretons et français. Allez, on va retourner sur l'eau où Pierre-Marie et Armel Tripon nous attendent et a priori il semblerait que ce soit, on en parlait à l'instant, Bureau Vallée 3 qui s'engage sur ces runs de vitesse. Bureau Vallée 3 qui est donc skippé par Louis Burton et Davy Baudard. Oui, voilà, retour sur l'eau actuellement. La nouveauté de cette année, on l'a vu tout à l'heure, c'est Eleven Hour 2. Mais là, on est face à un bateau, ou derrière un bateau, Armel, que tu connais bien. Ouais, Parle-nous un peu de tout ça. On a été compagnons de route pendant un petit moment pendant le dernier Vendée Globe, sous les couleurs de l'Occitane. Donc il a gardé le noir et le jaune, mais en changeant de livret. Et c'est vrai que c'est sympa de le voir évoluer. Bon, il y a du monde à bord. Et je pense que c'est pour ça que le bateau est pas très véloce. Ils sont assez lourds là. Bon, et alors donc ce nouveau Bureau Vallée 3, donc skippé par Louis Burton et Davy Baudard, il a quand même toujours cette particularité de foil qui ont la capacité, Armel, à être hors de l'eau, même dans des conditions comme ça, alors qu'on voyait tout à l'heure que le foil d'Eleven Hour ratissait littéralement la surface de la flotte. Ouais, bah, il y avait eu un choix d'implantation très haut sur le livet en fait, ce qui permettait de pouvoir les rétracter effectivement. Et on voit que dans le petit temps, c'est un intérêt parce que les foils ne traînent pas dans l'eau et dans la brise également. Donc là, dans ce type de conditions, c'est de la traîner en moins et normalement ça se concrétise en vitesse. Parfait. Alors oui, on voit qu'il y a beaucoup de monde à bord. Hein. Louis nous avait dit qu'il avait envie d'inviter pas mal de partenaires, de patrons de boutiques Bureau Vallée. Là, il est avec la surface de volume maximum du bateau, avec le maximum de ses voiles plates, Armel, le bateau. Voilà, on a J0 et puis donc GV haute. On pourrait peut-être avoir le J3 voilà pour accompagner en stay sail. Bon après, on est sur des allures un peu serrées comme on disait, donc c'est pas si évident d'avoir une stay sail. Mais c'est vrai que c'est l'intérêt de cette course aussi, de pouvoir amener des guests à bord et donc c'est sympa de faire partager ces moments-là. C'est pas propice à faire des records, mais voilà, c'est plutôt convivial et c'est tout l'intérêt du trophée Azimut. Donc là, on est à des vitesses de bateau. On voyait sur l'application sur l'eau tout à l'heure autour de 7, 8, 9 nœuds. Il faut combien, Armel, de vent en plus pour que les bateaux vraiment franchissent un vrai gap de vitesse et commencent à naviguer c'est exponentiel au bout d'un moment, j'imagine. Ouais, disons qu'à partir de 14-15 nœuds de vitesse, le foil commence à avoir du RM et du coup à développer donc, de la puissance. Du RM pour nos auditeurs. Développer de la puissance en fait, voilà. Qui permet au bateau de se soulager et du coup de diminuer la traînée et d'accélérer quoi. Et voilà, donc là c'est vrai qu'on est encore dans des vitesses assez faibles où le foil n'a pas son intérêt quoi. Voilà. Donc là on pourrait peut-être se mettre dessous, comme ça on verrait que le foil du bateau n'est pas dans l'eau. Donc ça aurait un intérêt de visualiser la différence avec les autres implantations. Et oui, je vois que voilà notre capitaine de Royal a laissé passer un Zodiac de l'organisation du défi Azimut et va nous amener effectivement dessous. J'aperçois, je crois, à côté de Louis, un certain architecte à bord, Armel, que tu connais bien. Et ouais, c'est Sam, Sam Manuard. Voilà, architecte. Donc là, on voit bien effectivement que le foil qui est replié, par moment touche l'eau, mais il est vraiment à fleur d'eau quoi. Mais ne ratisse pas complètement l'eau. Effectivement. Tout à fait. Cette notion de traînée, elle est essentielle sur ces bateaux. Ils en ont énormément de traîner ces bateaux, donc effectivement, tout ce qu'on peut réduire, c'est du bonus, Armel. Exactement. Bah oui, parce que dans les petits airs comme ça, autant quand le bateau est lancé, quand il y a de la vitesse, c'est vrai que le foil qui traîne dans l'eau, c'est moins prépondérant, mais là, à très faible vitesse, on essaye d'optimiser un peu tout ce qui peut favoriser en fait l'avancement quoi. Donc ça glisse magnifiquement. Il y en a beaucoup, Armel, des moments comme ça de glisse hyper tranquille sur un Vendée Globe sur la mer plate ou pas beaucoup? Il y en a au passage du poteau noir, non, il y en a assez peu au final. Mais et c'est vrai que c'est des moments un peu de silence et de calme qui sont reposants. Voilà, mais
Mais c'est vrai que c'est assez chouette de pouvoir observer ces bateaux de l'extérieur. Joli bateau, ma foi. Joli bateau, il est tout près. Bon, et je crois qu'on va rendre l'antenne, Armel, puisqu'on arrive là encore à la fin de ce run. On va aller se repositionner en zone de départ. C'est à vous, Virginie et Vincent. Merci beaucoup. En effet, on va prolonger le plaisir et continuer à suivre Bureau Vallée 3 avec les images de drone proposées par Thibaut sur Royal. Vincent, on le disait, on l'entendait. En tout cas, ce bateau est un plan Manuart. C'était le tout premier bateau conçu par cet architecte, tout premier IMOCA en tout cas conçu par cet architecte. C'est la grosse attraction lorsqu'il a été mis à l'eau. On savait pas trop ce que ça allait donner. Mais finalement, assez logiquement, ça a fait ses preuves. Oui, c'est vrai que quand il est sorti à la veille du dernier Vendée Globe, ce bateau, il intriguait beaucoup parce que il avait des formes qui étaient plutôt issues des Mini 650 ou des classes 40 que des IMOCA traditionnels. Son avant très arrondi. Voilà, avec son avant très arrondi et très spatulé. Et puis, il semblerait que ça a fait école parce que déjà, Sam Manuart, qui avait pas, avec l'Occitane, signé son premier bateau, en a signé d'autres depuis. Et puis, parce que, ces formes très spatulées à l'avant, on les voit arriver, avec, d'autres architectes, comme Guillaume Verdier sur, 11 Hour 2. Et je pense que il y a peu de bateaux en préparation, pour le prochain Vendée Globe qui auront pas des formes proches de celle-là. Donc, voilà, c'était une forme novatrice qui a fait ses preuves depuis et qui, je pense, va se généraliser. Oui, en fait, finalement, c'était l'idée un peu avec cette forme spatulée, de s'inspirer de ce qui se fait en ski. Et c'est vrai que maintenant que c'est fait, ça paraît un peu évident de se dire que ça peut bien fonctionner. Alors, tu le disais, il y a d'autres bateaux en cours avec Sam Manuart. Il y a notamment le bateau de Jérémy Bayou, le prochain Charal. Et puis, un bateau dont on ne connaît pas encore le skipper, mais ce serait donc un sister ship de l'Occitane. Oui, il y a deux bateaux en construction, donc sur plan Manuart, il y a un bateau qui est construit dans le même chantier que l'Occitane, Black Pepper, qui est actuellement en route, dont on connaît pas l'heureux propriétaire, mais il y a des petites rumeurs qui circulent. Il y a des petites rumeurs qui on n'a pas circulent. encore le nom officiellement. Et puis il y a effectivement surtout Jérémy Bayou et Charal, qui sont donc une des plus grosses équipes d'IMOCA aujourd'hui, qui ont fait le choix de s'orienter vers cet architecte et qui lui ont fait confiance pour dessiner leur nouveau bateau, qui sera mis à l'eau l'année prochaine et qui sera certainement aussi quelque chose de très intéressant à observer. Et alors Louis Burton et Davy Baudard qui seront donc associés sur la prochaine Transat Jacques Vabre. Davy Baudard qui est avant tout un fin technicien et voilà, ils se connaissent très bien avec Louis. Ils parlent d'une belle amitié et ils disent même être des frères siamois parce qu'ils sont tous les deux pères de jeunes enfants et voilà, qu'ils ont l'impression d'avoir des vies assez similaires et leur objectif pour eux cette saison c'était vraiment de prendre ce bateau en main dans toutes les conditions et c'est pas évident. Louis disait voilà, il faut apprendre à le canaliser et c'est pas si simple, ça devient des bateaux extrêmement complexes. Il faut quelques entraînements pour pouvoir vraiment les maîtriser. Ouais, c'est sûr que je vois bien de ce quoi parle Louis. La problématique, ces bateaux là, ces IMOCA qu'on a vu voler très bien à la dernière édition, aux deux dernières éditions du défi Azimut, sont des bateaux surpuissants dont il faut maîtriser justement la puissance au travers de son utilisation. Et c'est vrai que voilà, quand on découvre une monture comme celle-là, il faut quelques mois pour apprendre à s'en servir. D'ailleurs, l'année dernière, on a eu très peu de temps pour naviguer avec la crise du Covid, et je pense qu'aujourd'hui, toutes les équipes qui disposent de bateaux surpuissants, donc de la génération Vendée Globe 2020, sont encore en train de découvrir et d'apprendre à utiliser leurs bateaux. Et c'est ça qui est génial. Je crois que les bateaux entre le départ du Vendée Globe l'année dernière et cette année, la plupart n'ont techniquement pas évolué, ils ont les mêmes foils ou des foils très proches et des équipements qui sont très proches, mais au travers des navigations qu'ils ont pu avoir cette année vont montrer encore plus de performance et encore plus de puissance. C'est ça qui est magique, c'est qu'il y a deux paramètres, il y a la technique et puis il y a la manière de s'en servir et des saisons comme on a là et des événements comme l'Azimut permettent de mieux apprendre à se servir de son bateau.
Oui, à la fois sur des exercices très variés, hein, parce qu'on le rappelle, c'est quand même une épreuve atypique, la seule qui réunit à la fois comme ça des runs de vitesse, une course offshore de 48 heures qui partira également demain, et puis il y aura un tour de l'île de Groix aussi pour clore les festivités ce dimanche. La course de 48 heures de demain qui sera aussi bien l'occasion de se jauger avec la concurrence sur un format départ de course, et les skippers l'expliquaient, hein, c'est vraiment des formats intenses, et on a très peu d'occasions finalement de s'entraîner dans ces conditions-là. Bah c'est sûr, hein, des courses comme celles qui vont avoir lieu demain sont des super courses parce que c'est un entraînement, mais c'est grandeur nature, donc il y a tout le stress qui entoure le départ de la compétition. Après il y a les premières heures de course qui amènent beaucoup d'émotions parce que forcément ça part très très vite avec beaucoup de bateaux autour, un environnement qu'on côtoie pas au quotidien dans ces phases de préparation. Et puis ben voilà cette adrénaline de la compétition et cette envie de performance que vont avoir tous les concurrents et qui vont leur permettre de faire une belle répétition avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Alors on attend toujours des nouvelles de Pierre-Marie Bourguina et d'Armel Tripon qui sont sur le catamaran Royal au plus près de ces runs. Voilà, ils sont en train de se repositionner sur la zone de ces runs, sur la ligne de départ, avec donc 1000 nautiques à parcourir pour essayer de faire le meilleur chrono. Vincent, parlons un peu, profitons-en en attendant pour parler un peu de tes projets personnels. Là, c'est la dernière saison de Sébastien Simon sur Arkea Paprec. Sébastien, que tu as accompagné dans tout ce projet Vendée Globe. Quels sont toi tes projets? Est-ce que tu es aimanté par cette classe IMOCA et tu auras envie de retourner sur l'eau? Est-ce que la transmission te va bien? À quoi tu aspires pour les mois à venir et les années à venir? Bah moi j'ai fait le choix de m'éloigner de la classe IMOCA parce que j'ai fait le choix de pas courir le dernier Vendée Globe, donc c'était en même temps un bon moment pour faire de la transmission parce que j'avais une réelle expérience de la série. Maintenant mon avenir je le vois plutôt à retourner naviguer, hein, même si j'aime bien suivre des projets comme cela, j'aime bien la transmission, j'en fais au travers du projet Arkea Paprec, mais j'en fais dès que je peux au Pôle France de Port-la-Forêt aussi, quand l'occasion s'y prête. Donc c'est quelque chose que je pense continuera à faire, mais je crois qu'après ces 2 années un peu particulières qu'on a tous vécues, j'ai avant tout envie de revenir à la compétition, de recommencer à naviguer, et ma priorité l'année prochaine, elle tournera autour de ça. Eh bien justement, on parlait de Paprec, Arkea Paprec, et je crois, on va retrouver Pierre Bourguina, et je crois justement que c'est Arkea Paprec qui entame les runs. Nous revoilà dans les cours de Groix devant le bateau comité là, de la porte de départ, et on va attendre. Plusieurs bateaux se préparent. On voit Eleven Sour 2 là-bas qui est en train de chercher sa position. On voit Paprec Arkea qui vient de rouler son génaqueur. Peut-être qu'il prend un peu de temps et qu'il attend le vent. Et on voit juste sous notre vent Eleven Sour Racing, premier du nom, ex-Hugo Boss, et Fortinet, ex-Malizia, skippé par Romain Athanasio, Sébastien Marcet. Tous ces garçons et ces filles sont en train de se préparer. Voilà, on va aller chercher la Arkea. On voit actuellement Eleven Sour Racing 2 qui va bientôt prendre le départ. Voilà, je pense qu'on peut se stabiliser à peu près sur cette position. Il y a également Apivia dans le coin qui est en train d'empanner, qui va lui aussi se remettre en bâbord à mur pour repartir vers la ligne. Linked Out également, voilà, des bateaux Apivia et Linked Out plutôt grands favoris de ce défi Azimut, hein, c'est un peu les bateaux à battre, Armel. Un petit mot sur les forces en présence là, sur ces bateaux qui sont les bateaux peut-être les mieux connus par leurs skippers actuellement, qui ont fait le Vendée Globe dessus et qui ont su les faire évoluer. Ouais, c'est ça, c'est quand même maintenant des skippers qui connaissent très très bien leurs bateaux, qui sont aboutis, et voilà, même si cet exercice comme ça sur des tout petits parcours, des petits runs dans du petit temps n'est pas évident en fait, puisque
on demande à ces bateaux de en même temps savoir faire le tour du monde dans des conditions compliquées, avec beaucoup de vent et beaucoup de mer, et en même temps naviguer par mer plate en équipage sur des tout petits runs, et on voit que c'est un peu un exercice de style pas évident, quoi. Alors explique-nous Armel, là on est dans la zone d'avant départ, on a à l'image Arkea Paprec là qui est en train de se préparer. Comment ça se passe lorsqu'on lance un run? Alors déjà on demande peut-être sa position au bateau comité, mais comment on fait pour être sûr de passer la ligne à la vitesse maximale? C'est ça l'enjeu? Ouais, l'enjeu c'est de partir lancer en fait. Donc le run il se fait sur 1 1000, donc il faut faire le meilleur temps et de partir lancer. Là on voit il y a 200 mètres avant la ligne. Dans le petit temps il faut quand même un peu de temps pour pouvoir vraiment bien lancer son bateau et être à son maximum de vitesse. Après c'est assez simple, on annonce son passage à la VHF et puis voilà. Donc là on voit Paprec qui est en train de prendre sa place, se lancer, on voit le bateau qui accélère, les voiles qui au fur et à mesure sont en train de se border et petit à petit le bateau qui est en train de gîter. Voilà, donc c'est quand même des bateaux qui ont une capacité d'accélération assez sympa et voilà. Superbe image là, Paprec Arkea dans la lumière, là avec les équipiers à l'avant, casqués. Ces voiles, il pourrait presque les mettre au rappel, effectivement. Et alors, Armel, avant qu'Arkea passe la ligne, un petit mot sur les foils. Ils sont très particuliers, ces foils d'Arkea Paprec. C'est encore une autre génération. On a parlé de ceux de Eleven Sour 2, on a parlé de ceux de ton ancien bateau. Là, on a des foils semi-circulaires. Ouais, des foils un peu en C, voilà, qui sont très typés. Et c'est vrai que ça donne aussi un bateau qui capacité de vitesse et d'accélération forte et peut-être aussi du coup une certaine difficulté et d'instabilité. Donc c'est des bateaux qui sont très exigeants en fait à mener. Alors en équipage c'est assez redoutable, je pense que le bateau peut être très efficace. Après en solitaire c'est très sollicitant, quoi. On a vu justement à l'instant un équipier relever le safran. C'est Sébastien Simon qui est à la barre, Yann Eliès à la colonne en train de border. Voilà, là on peut imaginer que Arkea dans ces conditions, on a environ 7-8 nœuds de vent sur la zone, est à sa vitesse max, Armel. Ouais, alors on voit que le vent a encore pris un petit peu de refus, c'est-à-dire que les angles sont encore un peu plus serrés et sous J0 ça devient un peu compliqué de... Bon, voilà, ils tiennent les voiles, mais on sent que les vitesses sont pas très élevées, on a envie d'ouvrir un peu les voiles et c'est des bateaux qui aiment quand même tirer la barre et puis accélérer, quoi. Donc voilà. Bon, voilà la carène de Paprec. Alors là, le bateau, on parle beaucoup de foil, mais il y a aussi une quille évidemment dessous. Le bateau, il est quillé au maximum, Armel, et est-ce que d'après toi, il y a des ballasts remplis là? Alors je ne pense pas sur ce bord. Mais après, chaque bateau est un peu particulier avec ses caractéristiques, donc on est quand même à la limite. Je pense que quillé max c'est suffisant. Et après, c'est intéressant, voilà, de voir effectivement cette carène là. Qui est très puissante et dans le tout petit temps comme ça, voilà, on voit que ça traîne un peu d'eau, quoi. Donc il y a des carènes qui doivent être plus à l'aise sur ce type d'allure et de mer plate, quoi. Bon, alors pour toi, Armel, c'est aussi des moments un peu d'observation privilégiés parce que tu as bouclé ton Vendée Globe à la 11e place et ton objectif c'est d'être à nouveau sur la ligne de départ en 2024 et on a appris cette semaine que tu avais un projet déjà bien avancé avec à Nantes Airbus Industrie et comme architecte je crois VPLP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est en fait une idée qui est née après le Vendée de vouloir repartir sur un bateau performant, compétitif, mais avec cette envie d'avoir une approche un peu plus on va dire éco-conçue, de se dire que la performance aussi pouvait être dans le montage du projet, dans la conception même du bateau, et donc avec Airbus et puis VPLP, on a essayé de trouver la possibilité de réutiliser en fait le carbone non utilisé de Airbus, qui est un gisement assez important sur Nantes, pour le réinjecter dans la construction d'un bateau. Donc c'est une sorte d'économie circulaire assez vertueuse et j'espère que ce projet saura séduire des entreprises qui voudraient nous rejoindre dans l'aventure. Oui, parce que l'histoire avec Airbus, elle semble bien se dessiner. Maintenant, il faut quand même trouver aussi le budget parce qu'un bateau, c'est pas que des chutes de carbone, c'est une architecture, c'est un BE, c'est un gréement, c'est une équipe, c'est tout ça à payer. C'est quoi le budget en fait aujourd'hui qu'il faut être capable d'aligner pour
pour monter un projet comme ça, gagnant, en tout cas de haut niveau sportif? Sur un projet performant, on sait qu'un bateau c'est entre 5 et 6 millions d'euros à construire, et puis après on est sur des budgets de fonctionnement entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Donc voilà, ça peut sembler des gros budgets, mais en même temps c'est à l'image du Vendée Globe, qui est une course ambitieuse et avec aujourd'hui des retombées intéressantes. Voilà, et puis c'est une course et une classe qui se développe et qui suscite beaucoup d'intérêt, de plus en plus à l'international. Donc voilà, il y a énormément d'entreprises qui sont motivées pour nous rejoindre dans cette aventure. Bon, et là tu es en phase de recherche totale, tu es complètement au bureau toute la journée, ou tu prends encore le temps de naviguer, tu vas aller sur d'autres supports? T'as la gentillesse de venir avec nous sur l'Azimut, mais autrement, est-ce que ça navigue encore sur d'autres supports? Ouais, ça navigue. Je prépare la Transat Jacques Vabre là avec Benoît Marie, donc qui va partir le 7 novembre en Ocean 50, donc qui était une manière aussi de garder le contact avec la course, avec la vitesse, et puis de rester sur le terrain. Et pour moi, c'est important de continuer à naviguer, de faire mon métier de marin. Donc voilà, je jongle entre effectivement ces différents projets, mais je suis bien entouré, donc ça se fait bien. Bon, et ben nous aussi on va rester au contact, Armel. On attend Apivia qui est en train de se lancer, qui est juste dans notre axe derrière. Oui, Armel, effectivement, on reste nous aussi là au contact des IMOCA de ce défi Azimut. On a Apivia qui est en train d'arriver juste sous notre vent, voilà, qui lui aussi est lancé à pleine vitesse. Apivia, skippé bien sûr par Charlie Dalin et Paul Meillat. Là, on voit que ça plaisante pas avec la répartition des poids à bord, Armel. Ouais. Là, c'est assez optimisé. Ils ont essayé de dégager, ce qu'on disait tout à l'heure, tout le tableau arrière. C'est quand même très très joli de voir ce bateau avec ses lignes assez tendues et qui est assez redoutable. Là, je pense que dans ce type de temps, on a le bateau là qui est en petite. Charlie et Paul, quand tirent le meilleur, ont vraiment mis les équipiers vraiment à l'étrave le plus avancé possible. Ok, on aperçoit aussi cette bâche là autour du mât, Armel, là pour la pénétration dans l'air, et je pense que Vincent va être certainement pas avare de commentaires sur ces très belles images. À vous, Virginie et Vincent. Oui, merci Vincent. Un petit mot en effet sur ces images d'Apivia, et on le disait, cette petite bâche qui a été ajoutée sous la baume, ça c'est pour l'aérodynamisme. On essaie maintenant qu'on est sur des bateaux qui volent, et bien de travailler beaucoup sur ce point-là qui est essentiel. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on rentre dans une dimension où la vitesse rend très très important l'aérodynamisme, et on voit Apivia était un des premiers avec un cockpit aéro comme ça d'IMOCA, hein, et on voit que chaque petit détail a son importance, et que à la fin c'est une somme de petits détails comme ça qui font qu'un bateau va avoir le dessus sur un autre. Alors aujourd'hui c'est un peu frustrant, hein, parce qu'on les regarde dans des conditions qui sont vraiment légères, et c'est vrai que c'est assez particulier. On n'a pas l'habitude de se retourner pour les regarder naviguer dans ces conditions-là, mais on voit quand même que certains bateaux sont plus mieux équilibrés, traînent moins que d'autres, et forcément ça va faire la différence ce soir sur les résultats de ces runs. On n'a pas l'habitude aussi de voir comme ça des équipiers sur l'avant du bateau tranquille, sans se faire mouiller du tout. Tu parlais du cockpit. Charlie expliquait qu'il l'a encore un peu plus fermé sur le dernier chantier, pour justement être encore plus protégé, et puis pour ces raisons d'aérodynamisme aussi. Donc là, on en vient vraiment. C'est vrai que si on compare un petit peu avec les avions, eh bien c'est un peu la même idée là qui est en train de se passer sur ces bateaux de course au large. À l'époque, les premiers avions, on était comme ça avec des lunettes, un casque, et puis complètement à l'extérieur, et de plus en plus maintenant on est dans des cockpits fermés. C'est un peu ce qu'on voit aussi sur les bateaux de course au large, on est de plus en plus à l'intérieur, et on navigue finalement de plus en plus avec les instruments. Ouais, exactement. Hein. Aujourd'hui, les bateaux sont tellement rapides et donc tellement exposés au vent et aux embruns que on gagne énormément de performance à être à l'abri. En plus, en parallèle de ça, ce qui permet de capter l'environnement, les centrales de navigation, l'électronique a énormément évolué. Aujourd'hui, est très très précise, et on se rend compte que la combinaison gagnante, la combinaison performante, c'est d'être à l'abri à l'intérieur avec de l'électronique performant et bien réglé, et que c'est comme ça qu'on arrive
à tirer les meilleures performances d'un bateau comme un IMOCA. Hein. Les images d'aujourd'hui sont particulièrement exceptionnelles. Hein. C'est vrai, quand on voit les gens allongés sur le pont avant d'Apivia, faut bien se rendre compte que c'est très très rare. Normalement, c'est une zone qui est interdite tellement c'est exposé, tellement c'est dangereux d'y aller. Et Apivia qui a également de nouveaux foils plus longs et plus puissants. Ils auront à cœur de voir ce que ça donne dans des conditions très variées sur la course de 48 heures. On va retourner au cœur de l'action avec Pierre-Marie et Armel. Voilà, pour l'instant, des bateaux qui glissent doucement, mais quand même de belles images et plein de choses à vous dire sur ces bateaux, ces petits bijoux de technologie. D'Apivia, Linked Out, qui le suit sur ce run. Linked Out... skippé par Thomas Ruyant évidemment, là aussi magnifique voile d'avant parfaitement bordée, une belle maîtrise de l'assiette. Armel, que t'inspire ce run, cette fin de run de Linked Out? Ça donne envie d'être à bord, effectivement, de pouvoir sentir un peu ce bateau en équilibre. On voit que là il y a juste la gîte nécessaire en fait pour que le bateau puisse accélérer. Voilà, cette fin de bord qui lutte un peu contre le vent et le courant et qui rend pas facile la fin de ce run en fait pour essayer de tenir des bonnes vitesses. Et on voit qu'il y a une intention très particulière sur notre duo là, de skipper pour essayer de naviguer très en pointe. On voit que... Ah oui, mais là ça choque, on entend les bruits. En fait, je pense qu'ils sont ils se rendent compte qu'ils sont un peu lents sur ce timing et ils veulent revenir sans franchir la ligne pour essayer de refaire un quatrième passage. Certainement, parce qu'effectivement, on rappelle à nos auditeurs que la règle de ces runs, c'est 2 runs minimum, mais c'est également 4 runs maximum. Alors lorsque on a l'intuition effectivement que le vent peut continuer à monter encore, on sait que la ligne est ouverte jusqu'à 18h30. Peut-être que Thomas, qui voyait le vent un peu trop pointu et un peu faible en fin de run, s'est dit non, on annule celui-là, on le valide pas. Et on voit maintenant qui termine également son run 11 Hour Racing, premier du nom, donc ex-Hugo Boss d'Alex Thompson, qui avait terminé 2e du Vendée Globe en 2016, on se souvient, derrière Armel Lecléache. Il est aux mains d'un équipage d'un tandem double mixte avec Simon Fischer et Justine Métro, un bateau qui a été assez révolutionnaire en son temps, Armel. Ouais, c'est vrai que VPLP Verdier à l'époque avait fait un bateau avec les plus grands foils en fait. C'est eux qui avaient poussé le concept. Banque Populaire, Armel Lecléache avait été un poil plus conservateur avec peu de temps de préparation, donc ils avaient des foils moins extrêmes. Et Alex était parti avec des foils et le bateau était très 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 rapide. Bon, il avait cassé un foil sur le Vendée, on s'en souvient, mais c'était un bateau avec un gros potentiel et aujourd'hui qui peut encore être dans le coup, quoi. Oui, notamment dans la brise. Alors on peut pas dire que ce soit son temps aujourd'hui parce que c'est un bateau plutôt typé brise, plutôt typé portant. Mais un bateau qui peut faire encore très bien. Et on rappelle quand même que Simon Fischer et Justine Métro sont en tête actuellement des IMOCA World Series, puisqu'ils ont couru toutes les courses de la saison et bien figuré à la fois au Tour de l'Europe et au Fastnet. Et donc c'est une suite logique pour eux d'être ici sur le défi Azimut. Voilà, effectivement, on va sans doute vous rendre un petit peu l'antenne, Virginie et Vincent, puisque là on est en bout de ligne et qu'il va falloir qu'on retourne sur la zone de départ pour retrouver un petit peu l'énergie des IMOCA qui vont se relancer à l'assaut de ces runs. Voilà, à vous. Et merci. En effet, on vous retrouve dans un petit instant, le temps de vous recaler au départ de ces runs. Donc sur ces images là d'Eleven Hour Racing 1, c'est la particularité de ce projet. Il y a 2 bateaux IMOCA alignés et qui seront alignés sur la Transat Jacques Vabre avec donc Charlie Enright et Pascal Bidégory sur le tout nouveau Eleven Hour qui a été mis à l'eau en août dernier, et puis donc Simon Fischer et Justine Métro sur cet ancien Hugo Boss. Ils ont bien optimisé leur saison, ils ont pu naviguer pas mal, Justine et Sci-Fi, et c'est vrai que ça paye puisqu'ils sont leaders de ce classement, et c'est l'occasion aussi, ce défi, de continuer à parfaire l'alchimie entre eux. Ça se passe plutôt bien, hein. Justine disait qu'elle était sur la performance et Simon lui plus au poste de navigateur, hein, c'est sa spécialité.
Ouais, c'est un duo très complémentaire, hein. Du coup, les deux ont d'expérience de The Ocean Race. C'est vrai que Simon est plus connu comme navigateur, poste qu'il a tenu déjà à plusieurs reprises sur cette épreuve, et Justine, Justine, elle navigue en France depuis quelques années, et puis c'est une pro de la performance sur tous ces bateaux-là, donc ils se sont répartis les rôles. C'est surtout une belle équipe, hein, avec un premier bateau qui leur a servi de bateau de développement, donc Eleven Hour 1, qui leur a permis de développer plusieurs générations de foils, et qui leur permet dans un second temps de faire naviguer des gens qui seront présents sur le bateau pour la course autour du monde en équipage, donc de former 4 marins sur cette Transat Jacques Vabre. Non, c'est un très beau projet, très bien organisé, et d'ailleurs, on voit qu'Eleven Hour 2, pour sa première sortie, était il y a quelques minutes en tête des runs. Je pense que c'est assez logique parce que le parcours de The Ocean Race est quand même pas mal typé petit temps, et je pense que dans le design de ce bateau, le petit temps, les conditions comme on peut avoir à Lorient aujourd'hui ont été beaucoup plus pris en compte que dans la conception des autres bateaux, mais c'est quand même preuve qu'ils ont fait du bon boulot et que dès leur arrivée, ils sont présents. Et oui, puis avec une belle dimension aussi au sein de ce projet en faveur de la protection des océans. C'est aussi un projet qui a été pionnier dans l'analyse de cycle de vie pour pouvoir avoir des repères et savoir comment on peut s'améliorer aussi pour continuer à innover, mais tout en étant plus respectueux de la planète et de l'environnement. Voilà, c'est un très vaste sujet. Et d'ailleurs, le logo d'Eleven Hour 2 et justement reprend des éléments de l'océan. Il a été très travaillé dans ce sens-là, et ça reprend plusieurs éléments qui font penser à l'océan, et c'est un superbe logo qui a été fait avec des artistes italiens et Jean-Baptiste Éperon. Tu le disais à l'instant, Vincent, Eleven Hour Racing, qui pour l'instant a le meilleur chrono de ces runs avec une moyenne de 9 nœuds. Je voudrais en profiter, là on attend que Pierre-Marie et Armel Tripon se recalent pour revenir aussi sur Thomas Ruyant, sur Linked Out. Thomas Ruyant qui lance lui aussi un nouvel IMOCA, et ce sera un plan Finoconque Antoine Coich, une association des deux. Ouais, effectivement, il a annoncé cette semaine donc la construction d'un nouveau bateau avec un retour d'architectes très connus dans le monde du Vendée Globe, parce que le groupe Finot a gagné 4 éditions du Vendée Globe, me semble-t-il. Avec toi en 2004. Dont une avec moi en 2004. Ils ont gagné 4 éditions d'affilée. Ils étaient moins présents sur la série depuis 2008, et c'est bien de les voir revenir parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et là, ils sont associés à Antoine Coich, donc qui lui est un navigateur architecte qui est devenu un hyper spécialiste des IMOCA. Tout le monde se l'arrache. Puisqu'il c'est ça, il travaille autour de ces bateaux depuis plusieurs années, en collaboration surtout avec Guillaume Verdier, mais c'est sympa de le voir co-signer un bateau comme ça, et on va regarder avec beaucoup d'attention ce qu'ils vont nous préparer, parce qu'il y a beaucoup de compétences autour de ce projet, et pareil, un projet qui a de la continuité dans le temps, parce que faut se rappeler que et Thomas et Antoine ont été très impliqués dans la conception de Link Out, premier du nom, et que ils vont, j'imagine, faire profiter le deuxième bateau de toute l'expérience acquise. Donc ça va être quelque chose de très intéressant à suivre. Et avec là aussi une belle dimension, puisque avec son partenaire Advance, il porte dans sa voile les couleurs de l'association Linked Out qui œuvre pour la réinsertion des personnes en difficulté qui n'ont plus de réseau professionnel. Je crois qu'on va retrouver Pierre-Marie et Armel Tripon qui vont maintenant suivre groupe Apicil emmené par Damien Seguin et le très prometteur aussi Benjamin Dutreux. T'es prêt, Armel? Ouais. Oui, Hervé. Et voilà, retour sur l'eau avec deux bateaux d'autres générations qui ont dû se féliciter des conditions aujourd'hui. Je veux parler de Groupe Apicil et de l'Amicaline. Alors Groupe Apicil, bateau à dérive, skippé, on le sait, par Damien Seguin. Armel, on l'a vu partir, c'est lui qui a ouvert les runs tout à l'heure, à 17h. Et il était, malgré une surface de toile qui paraît petite, il était très à l'aise. Ouais, je crois qu'il fait le meilleur temps sur le premier run. Et voilà, on a la preuve que effectivement la traînée induite par les feuilles quand ça sert pas, quand il n'y a pas assez de vitesse, c'est de la perte. Donc on voit que ce bateau est assez véloce
avec une carène moins puissante aussi, donc voilà, moins de surface mouillée, moins de résistance, moins de frein, et voilà, du coup ça se concrétise par une vitesse plus élevée. Oui, et puis alors une vitesse là qui fait mal à la Micheline parce que il commence à être dans une mauvaise position dans la boîte, Arnaud Boissière là. Ça, ouais. Bon, bah après on voit qu'il y a des choix de voile un peu différents. Une voile un peu plus, il est passé avec une voile au caplage chez la Micheline, un fro, donc un peu sous-toilé, sans doute, une carène non pas très propre aussi. Et voilà. Donc, et puis Damien est un redoutable régatier, régleur. Je le connais bien, on avait fait une transat ensemble, donc. Voilà, groupe Apicil, hein, skippé par également Benjamin Dutreux, co-skipper. Voilà, de bien belles images dans cette lumière du soir dans les cours de Groix. Des runs, Armel, qui n'ont pas été spectaculaires, mais en tout cas, on a pu profiter d'être tout près des bateaux, de voir plein de détails. Et puis, bah, c'est quand même de belles images, hein, sous ce soleil, cette lumière un peu chargée, hein, de voir tous ces bateaux de toutes ces générations écrire un peu l'histoire de l'IMOCA là sur ce défi Azimut. Ouais, c'est assez chouette d'être au contact, de voir que finalement, quelle que soit la génération des bateaux, bah, il y a un esthétisme et une beauté à regarder ces bateaux glisser et que tout le monde peut en profiter avec des invités à bord, avec du monde sur l'eau. Et voilà, c'est une belle répétition aussi avant le parcours de 24 ou 48 heures demain et puis le Tour de Groix dimanche. Voilà, effectivement, un parcours de 48 heures qui partira demain. Effectivement, on se quitte sur ces images de groupe Apicil qui va franchir la ligne pour son dernier run. La ligne d'ailleurs qui va fermer puisque nous avons dépassé 18h30 heure théorique de fermeture. À vous Virginie et Vincent pour conclure cette belle après-midi au large de Lorient. Merci beaucoup Pierre, Marie et Armel de nous avoir fait vivre ces runs sur l'eau. En effet, voilà, c'était pas le vent attendu, Vincent, mais on a quand même eu droit à de belles images. Et puis en effet, ça permet de noter plein de petits détails intéressants quand même. Hein. Oui, je crois que toutes les équipes ce soir vont rentrer contentes de leur journée. Déjà, c'était une belle journée de navigation et naviguer dans le petit temps, il faut en faire parce que c'est des conditions de compétition qu'on trouve assez régulièrement et qui peuvent faire des gros écarts. Après, ça permet de voir les autres bateaux naviguer, hein, parce qu'il faut savoir que comme dans tous les sports mécaniques, chacun se prépare dans son coin et on se retrouve sur les événements. Et puis, je pense que ça a permis à pas mal de public, de partenaires, de partager des moments privilégiés avec ces marins et de voir naviguer ces bateaux. Donc, ouais, effectivement, une très belle journée au large de Lorient cet après-midi. Voilà, avec ces superbes images qui nous sont offertes par Fulvio et puis par Thibaut qui lui était à la manette pour le drone. Avant de se quitter, hein, je vous rappelle cette appli sur l'eau sur laquelle vous pouvez avoir d'ores et déjà les classements. Alors au moment où je vous parle, hein, la dernière actualisation, c'est donc Eleven Sail Racing tout, celui skippé par Charlie Dalin et Pascal Bidégory qui garde le meilleur temps, 6 minutes 43 avec une vitesse moyenne de 9 nœuds donc pour parcourir ce 1000 nautiques. Deuxième c'est Linked Out avec une vitesse moyenne de 8 nœuds 7 et puis groupe c'est un For My Planet avec 8 nœuds 6 devant Initiative Cœur et Apivia qui se classe pour l'instant en 5e position. Je vous laisse évidemment aller sur cette application sur l'eau SURLO, elle est disponible sur Google Play et également sur l'Apple Store. Voilà, on a un petit mélange au classement, Vincent, avec ces conditions de petit temps. C'est quand même un nouveau foiler qui a réalisé le meilleur chrono, mais on trouve des bateaux comme Groussetin, For My Planet qui sont sur le podium. Hein. Ça, c'était la spécificité de ces petits airs qui ont fait le jeu aussi des bateaux plus anciens à dérive. Ouais, exactement. C'est vrai que le petit temps a cet intérêt, c'est qu'il ouvre un petit peu le champ des possibles. Hein. Tous les bateaux ont leur chance. Il faut être bien placé, bien réglé, prendre le départ du run au bon moment, donc bien observer le plan d'eau. Et effectivement, ça permet de mettre aux avant-postes des bateaux qu'on n'attendait pas forcément. Voilà, la suite du programme, ce sera demain, cette fameuse course offshore de 48 heures qui sera très attendue aussi pour pouvoir se jauger la concurrence. Alors que nous sommes à un peu plus d'un mois et demi maintenant du départ de la Transat Jacques Vabre qui sera donnée le 7 novembre. Nous, on vous donnera rendez-vous aux alentours de midi pour vous faire vivre le départ des pontons avant le grand départ de la course que l'on vous fera vivre également en live. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur le site internet du défi Azimut,
www.défi-azimut.net, également donc sur les réseaux sociaux de la classe IMOCA et du défi, pour avoir toutes les dernières informations, voir eh bien les plus belles images, revoir ces runs de vitesse. Merci infiniment Vincent d'avoir été avec nous pour suivre ces runs. Eh ben, c'était un plaisir pour moi aussi de partager ça avec vous. Merci beaucoup et on vous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci à la régie aussi qui était avec nous et qui nous a permis de vous faire vivre ce live.